Le Bulletin, édition du 30 janvier 2015. Aujourd'hui, se déplacer dans les rues de Montréal est un véritable casse-tête pour les personnes ayant une déficience motrice. Une entrevue sur le programme d'assistance pour enfants autistes de la Fondation Mira et un site Internet qui répond à une foule de questions juridiques en santé. Bienvenue, mesdames et messieurs. Dans plusieurs secteurs de Montréal, il est souvent difficile de se déplacer. Imaginez maintenant le casse-tête que vivent chaque jour les personnes qui ont des limitations physiques ou visuelles. Et pour nous en parler, on a Kevin Breton d'Exequo. C'est un organisme montréalais qui se consacre depuis 1980 à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Kevin, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Vous déplaçant vous-même en fauteuil roulant, selon votre expérience, quels sont les pires obstacles rencontrés dans les rues de Montréal? Bien, il y a plusieurs variantes, en fait, là, qui vont déterminer c'est quoi. La première, je pense que c'est la saison. Évidemment, l'hiver, ça complique énormément les déplacements pour les raisons qu'on s'imagine, évidemment. Si c'est difficile pour une personne ambulante de se déplacer dans des rues glacées ou enneigées, où le déneigement a mal été fait par les arrondissements, ça va être encore pire pour une personne qui se déplace soit en fauteuil roulant, soit avec des béquilles ou avec un quadriporteur. Et Dieu sait que j'ai un léger rictus présentement parce que vous parliez de déneigement. Vous devez avoir pas mal de difficultés. Oui, c'est ça que, dépendamment des arrondissements, les dernières semaines ont été pas mal difficiles. De façon générale, qu'est-ce qui devrait être amélioré? En priorité, là. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être améliorées. Moi, ce que je peux constater, en fait, c'est que, pour s'assurer de l'autonomie d'une personne à mobilité réduite qui veut se déplacer dans la ville de manière indépendante, il faut s'assurer que sa chaîne de déplacement ne soit jamais brisée. Donc, sa chaîne de déplacement, elle peut commencer chez elle, à la personne, et se rendre jusqu'à son travail en passant par les abribus, en passant par les traverses piétonnières, par les bateaux pavés. Ça peut aussi passer par un orodateur, etc. Ça fait beaucoup d'obstacles. Ça fait beaucoup d'obstacles, mais donc voilà. Vous et votre collègue, vous avez vécu une belle expérience. Vous avez récemment parcouru la rue Sainte-Catherine entre les rues Bleury et Metcalfe. Exact. Oui. Dans un but bien précis. Quel était ce but? Bien, en fait, c'est que la Ville de Montréal est présentement en exercice de consultation auprès de différents intervenants pour cueillir des données pour renouveler le côté piétonisation, mais aussi artère commerciale, etc., de la rue Sainte-Catherine. Puis elle voulait se donner des perspectives différentes, donc d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant avec un chien guide, avec une canne blanche, etc. Donc nous, on s'est équipé de caméras pour pouvoir leur donner cette perspective. Style GoPro, là? Style GoPro sur la tête, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Puis on a pu constater, en fait, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait le moins bien. Parmi les problèmes, disons, les plus récurrents, c'est les fameux bateaux pavés. C'est un terme très technique, les bateaux pavés. Les bateaux? Bateaux pavés, oui. Okay. En fait, c'est la dénivellation du trottoir qui mène à l'asphalte. À la rue, c'est aux intersections, ce qui permet aux poussettes ou aux fauteuils roulants de traverser la rue de manière, on l'espère, sécuritaire. Malheureusement, avec le climat de la ville, surtout, il peut y avoir une détérioration entre l'asphalte et la fin du bateau pavé, ce qui fait en sorte qu'il peut y avoir des accumulations de neige ou des accumulations d'eau. Donc là, on voit mal, on perçoit mal, en fait, où s'arrête la rue et où elle commence. Ça peut être dangereux. Il y a des risques de chute. Donc moi, c'est un des problèmes, je pense, là, que j'ai le plus repéré lors de ma petite escapade sur Sainte-Catherine. Ça peut sembler banal pour quiconque a une mobilité complète. Merci de m'épauler sur le terme, parce qu'on ne sait jamais quel terme choisir. Ça, c'est la constatation principale que vous avez faite. Puis une solution à ça, en fait, nous, ce qu'on propose chez Exequo, en fait, ça se fait déjà ailleurs en Europe, c'est de faire des traverses qui sont bétonnées. Donc, il n'y a pas de stop il n'y a pas de cassure entre le moment où la personne embarque sur la rue. En fait, c'est la voiture qui va simplement circuler par-dessus la traverse bétonnée plutôt que l'inverse. Si on parlait maintenant du transport en commun, en commençant par le métro de Montréal, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au fil des dernières années, mais il en reste encore beaucoup à faire.
Oui, ben c'est vrai que assez récemment, ou en fait depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, la STM a décidé de prendre ses responsabilités pour accélérer le processus de mise en accessibilité du métro. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le portrait, c'est 8 stations sur les 67 qui sont dotées d'ascenseurs. On parle d'ascenseurs. Oui, qui sont dotées d'ascenseurs. 8 sur 67. Donc, c'est un pourcentage qui est en deçà de d'autres villes canadiennes ou américaines comme Toronto, New York, Washington. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est 8, mais c'est depuis tout récemment que Champ de Mars a été inauguré. Avant ça, c'était 7. Et il y en a 3 sur celle-ci qui sont à Laval. Donc, pour quelqu'un qui veut se déplacer à Montréal en métro, c'est à toute fin pratique parce que les stations impossible. à Laval sont relativement neuves Exact. et c'était compris dans le plan d'aménagement, de construction, Ouais. j'imagine. Heureusement, malgré tout, même si on pense que les installations modernes sont tous accessibles, c'est pas vraiment le cas. Dans le métro, Oui. c'est le problème majeur que vous retrouvez? Oui. Je voudrais juste peut-être terminer. En fait, quand on parlait d'installation moderne, la MT qui a inauguré son train vers l'Est la semaine dernière, en 2015, je crois que c'est 3 gares sur les 10 qui sont accessibles pour quelque chose qui vient d'être inauguré. Donc, malheureusement, si la STM prend ses responsabilités pour ces stations les plus récentes, ben, il y a encore d'autres organismes, d'autres institutions comme la MT qui semblent, en tout cas, qui fait défaut. Si je reviens au parcours que vous avez fait vers l'ouest sur Sainte-Catherine, oui. Ça veut dire que les organismes, les différents paliers gouvernementaux tendent l'oreille à ce que vous leur dites, là. Oui, c'est sûr. En fait, il n'y a pas si longtemps, au niveau municipal, Projet Montréal avait proposé un règlement, en fait, qui insérerait l'accessibilité universelle comme concept à l'intérieur de chacun des règlements qui seraient adoptés à la ville, un peu comme il se fait avec le développement durable. Donc, il y a certains partis politiques à tous les paliers qui sont un peu plus sensibles que d'autres à ces... Kevin, on a encore quelques secondes, mais je voudrais qu'on parle également du service de surface maintenant, ouais. En transport en commun en particulier. Bien, c'est très simple. En fait, la STM, présentement, sa flotte au complet est équipée de rampes qui permettraient, en théorie, à des personnes en fauteuil roulant d'utiliser ça comme alternative au métro. Mais c'est seulement 52 % qui ont les rampes avant, qui, eux, ont un taux d'efficacité de 99 % pour les essayer souvent. Les autres, les 48 % restants, c'est des vieux modèles avec des rampes arrière qui ne fonctionnent à toute fin pratique jamais. Ex aequo, vous vous consacrez à la promotion, à la défense des droits des personnes qui ont une déficience motrice. Comment fait-on pour vous rejoindre? Bien, il faut savoir en fait qu'on a 5 grands dossiers: transport, habitation, santé, services sociaux, vie municipale et démocratie. Oui, ça me fera plaisir. On peut nous rejoindre sur Facebook ou sur notre site internet execo.net. Merci beaucoup. Merci à Kevin vous. Breton. Très gentil. Voici maintenant votre revue de presse des hebdos de quartier. Dans l'Avenir de l'Est, Marie-Pierre Gagné nous apprend que Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles sera cyclable d'une rive à l'autre d'ici 15 ans. L'administration souhaite ainsi faire passer la longueur de son réseau cyclable de 680 à 1280 km, un projet d'environ 150 millions de dollars. Dans le Progrès Saint-Léonard, Simon Bousquet-Richard rapporte que le contrôleur général de la ville déplore un manque d'efficacité dans les opérations de déneigement et d'épandage d'abrasifs lors de la dernière tempête de verglas. Mais Saint-Léonard s'en tire bien. Dans Progrès-Villeray, près de 81 % des citoyens de Villeray seraient en faveur du projet de piétonisation de la rue de Castelnau entre les avenues Henri-Julien et de Gaspé, selon un sondage Léger Marketing. Le sondage traitait de façon plus générale sur le sentiment de sécurité des piétons dans l'arrondissement. La Ville-Centre a accepté le projet pilote et défraiera 50 % des coûts du projet. C'est sous la plume de Catherine Bouchard. L'hebdo Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve titre « La royauté s'établit à Hochelaga-Maisonneuve ». Napoléon Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, Marie-Antoinette et Jeanne d'Arc éliront domicile à Hochelaga-Maisonneuve pour les 5 prochaines années. Par l'entremise de l'exposition « La mémoire des objets », le musée Dufresne-Nincheri présentera une 50aine d'objets ayant appartenu à la royauté française. C'est un article d'Audrey Gauthier.
Marche ou crève, une insulaire affrontera la jungle. C'est ce qu'on peut lire à la une du magazine de l'Île des Sœurs. Stéphanie Alcaraz-Robinson nous en apprend plus sur Hélène Dumais, qui se prépare à pousser son corps jusqu'aux limites du possible. Dans quelques jours, elle participera à une course de survie au Nicaragua. L'athlète compte participer à plusieurs courses semblables dans le futur et veut inspirer les gens à bouger plus. On en est maintenant à notre section Actualité montréalaise avec Nicolas Godin du magazine horizonweekend.ca. Nicolas, bonjour. Bonjour André. Nicolas, actualité dans l'île de Montréal, Caisse de dépôt qui investit dans le SLR et le train de l'Ouest. Oui, ça c'est une nouvelle qui date déjà de quelques semaines. Aujourd'hui, on va faire surtout une mise à jour au niveau des transports à différents niveaux, exactement. Oui. Donc, oui, une grosse annonce, une annonce où même le premier ministre, Philippe Couillard, dans laquelle il a participé. C'est-à-dire que la Caisse de dépôt et de placement du Québec va investir pour la construction du train vers l'ouest et aussi du SLR qui va passer sur le pont Champlain. Donc, ce sont des investissements qui vont se faire pour permettre la construction de ces infrastructures-là. Donc, le SLR, c'est vraiment comme un train léger qui va passer sur le pont Champlain, dont on avait parlé il y a un certain bout de temps, c'est aussi un petit peu le bébé de Richard Bergeron. Est-ce que c'est un peu un PPP avec la Caisse de dépôt? C'est difficile à dire parce que moi, ce que j'avais relevé, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Moi, ce que j'avais relevé, j'avais essayé de relever le débat à travers trois points que j'avais relevés. C'est-à-dire que, est-ce que cette manière de procéder, c'est-à-dire d'utiliser l'argent de la Caisse de dépôt et placement, qui sont les fonds de retraite des employés publics et parapublics du Québec, est-ce que c'est une manière éthique de procéder? Moi, j'avais relevé différents petits problèmes dans cette manière de faire. En premier lieu, c'est Québec qui nomme le président de la Caisse de dépôt et placement. Donc, si ton patron te dit, ou la personne qui t'a nommé à ton poste te dit fais ça, on s'entend que t'es peut-être pas tu vas peut-être te sentir un petit peu plus motivé à le faire. Donc, est-ce que la Caisse est vraiment indépendante de Québec en premier lieu? On ne sait pas. Ensuite de ça, c'est justifié ce projet-là de demander les fonds pour procéder à ça parce que Québec a un manque de liquidité. Il dit qu'on ne serait pas capable de construire ça avec nos propres fonds. Mais au final, vous utilisez l'argent du public québécois pour financer des infrastructures québécoises. C'est quand même l'argent des gens du Québec. Nicolas, le temps file malheureusement trop vite. Mise à jour du transport en commun dans l'agglomération Montréal. Enquête origine-destination. Oui, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée par la STM, qui avait été menée aussi en 2008. Donc, c'est un petit peu la mise à jour sur le sujet du transport en commun dans l'agglomération de Montréal. En général, il n'y a pas eu de grosses nouvelles à ce niveau-là. On a vu une augmentation des nombres, d'à peu près 10 % plus du nombre de transports en commun dans l'agglomération, qui sont passés à peu près de 430 000 à 470 000 environ. Mais en même temps, on a observé une augmentation dans ce même laps de temps d'environ 15 % des déplacements en voiture. Donc, est-ce que le transport en commun est plus populaire qu'avant? Les chiffres disent que c'est pas vraiment le cas. Dans le dossier maintenant du prolongement de la ligne bleue vers l'Est? Oui, justement, Robert Poitier, ministre de la Métropole du Québec, préconise une solution plus économique que le prolongement simple de la ligne bleue par métro. Lui, ce qu'il verrait, ça serait, on pourrait appeler ça un train de surface, un train léger de surface. Donc, c'est-à-dire, au lieu que ça soit vraiment souterrain, que ça soit quelque chose qui soit... Ça coupe les coûts littéralement. C'est à peu près 3 fois moins cher, selon les estimations initiales, mais on sait qu'entre l'estimation initiale et le résultat final, il y a toujours... En parlant du métro, les fameuses voitures Azur, il y a encore un retard de production.
Pour quelle raison? Quand est-ce qu'on va avoir ça, finalement? C'est une autre tuile qui s'abat non seulement sur la STM, le métro de Montréal, mais aussi sur Bombardier, qui, on sait, n'est pas une entreprise qui va bien ces temps-ci. Mais à ce sujet-là, oui. Mais qui va bien. Je me permets juste, qui va bien, mais qui a... relativement quelques pépins. Quelques pépins qui arrivent régulièrement. Normalement, on se serait attendu à recevoir les premières voitures de métro en mars 2014. Pas 2016. Et là, ça va être en 2016 si tout va bien. Problème de logiciel, il n'y a pas vraiment plus d'explications reliées à un sous-traitant. Bref, les excuses s'accumulent. Déjà que ce projet-là, c'est en retard. Ça fait déjà 4 ans que les accords ont été signés. La STM va maintenant imposer des pénalités. Je crois que c'est pas petit. C'est à peu près 10 000 $ par jour qui vont imposer de pénalités au groupe Bombardier-Alstom, le consortium pour la fabrication. Et donc, en attendant, les usagers, on espère que les voitures continuent de marcher. Nicolas, je ne vous laisse pas partir sans que vous nous parliez du déneigement sur le plateau. Maire Fernandez, Ferrandez, c'est-à-dire qui est encore sur la sellette. Les années se suivent et se ressemblent parfois à Montréal. Encore une fois, on parle de déneigement comme à chaque année. Cette fois-ci, c'est le maire du plateau, Ferrandez, qui a dû s'excuser de ne pas avoir autorisé le déneigement durant la tempête qu'il y a eu au début de janvier. Officiellement, on n'avait pas encore le 15 cm requis pour avoir une obligation d'agir. Ça, il a justifié ça parce qu'évidemment, c'était pas une question. C'est une question budgétaire un peu, mais évidemment, ils vont se rattraper, on va repartir là-dessus. Bref, au-delà des excuses, par contre, ça donne beaucoup de munitions pour le maire Coder, qui a une vision beaucoup plus globale, je dirais, on va utiliser l'expression centralisatrice du déneigement à Montréal. Donc, c'est-à-dire que le déneigement devrait être une priorité municipale, c'est-à-dire de la ville-centre, et non pas des arrondissements comme celui en ce moment. Est-ce que cet épisode-là, c'est assez pour déclencher une nouvelle crise? Sans doute que non. La mère nature nous guidera là-dessus. Mais évidemment, on sait que l'agglomération de Montréal va être responsable d'un plus grand nombre d'avenues au cours des prochaines années. Nicolas Godin d'HorizonWeekend.ca. Merci beaucoup. Merci, André. Le 27 janvier 1978, le magasin à rayon Dupuis et Frères cesse ses opérations après 110 ans. Le commerce avait été fondé par Nazaire Dupuis en 1868. Il parvint à intéresser plusieurs de ses frères à son commerce qu'il appela Dupuis Frères 2 ans plus tard. Le magasin déménage quelques fois avant de s'installer définitivement en 1882 au coin des rues Saint-André et Sainte-Catherine. Dans les années 1950, environ 1500 personnes travaillaient au sein de cette entreprise. Le déclin du magasin s'est amorcé en 1952 avec une importante grève des employés qui dura 13 semaines. Un lock-out en 1976 ainsi que des problèmes financiers ont mené à la faillite de cette institution montréalaise et à sa fermeture en janvier 1968. Durant 110 ans, ce grand magasin canadien-français a été l'un des plus importants de Montréal. Il a eu une grande influence sur le développement du commerce dans la partie est de la ville. Aujourd'hui, le centre commercial Place Dupuis, une tour à bureaux, ainsi que l'hôtel Gouverneur Place Dupuis occupent cet espace urbain. Après la pause, plusieurs activités à faire au parc Jean-Drapeau et on vous présente l'association L'Amitié n'a pas d'âge. De retour au bulletin, on parle d'activités hivernales extérieures et depuis quelques années, Éco-Récréo innove et diversifie son offre d'activités au parc Jean-Drapeau. J'accueille Marc Cudia, il est président d'Éco-Récréo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Cet hiver, vous misez entre autres sur le traîneau à chien et la raquette. Effectivement, cette année, on offre 2 produits distincts au niveau du traîneau à chien. 2 expériences incroyables qu'on peut vivre à seulement 5 minutes d'une station de métro. Donc, dans un premier forfait qu'on offre à la clientèle,
qui s'appelle l'apprenti mosher. Donc, les clients sont appelés à apprendre la conduite du traîneau à chien comme un vrai mosher dans une expédition. Donc, ils vont être sur le traîneau, sur un patin de traîneau avec le guide pour parcourir les sentiers boisés du parc Jean-Drapeau, puis apprendre le maniement du traîneau. Il apprend à devenir un chef de meute. Exactement. Est-ce que tout le monde peut devenir chef de meute, d'après ce que vous avez pu constater, là, des gens qui font cette activité? Effectivement, c'est une activité qui s'adresse aux gens de 7 à 77 ans. C'est vraiment amusant parce que c'est en plein air, on apprend, on contribue à faire avancer le traîneau en aidant les chiens dans des environnements qui sont plus difficiles, dans les courbes, des choses comme ça, mais c'est une activité qui est un peu plus physique, c'est moins contemplatif, mais c'est une activité quand même extraordinaire. Vous parlez d'activité, ça veut dire qu'il y a quand même un circuit. Il y a une mise en place, j'imagine, avant le départ. On fait connaissance avec les chiens. Exactement. Et il y a des gens vraiment expérimentés en la matière qui vont dispenser ces connaissances. Tout à fait. Les clients sont accompagnés, les visiteurs sont accompagnés d'un guide expérimenté qui fait des expéditions dans les Laurentides. Et puis, ils vont enseigner aux gens les rudiments du traîneau à chien, mais aussi la fonction des chiens dans l'alignement. Donc, les chiens arrière sont plus forts pour propulser le traîneau. Les chiens de devant sont les leaders, donc c'est eux qui vont emmener le restant de la troupe dans la direction où le mosher les indique, leur demande d'aller. On prend l'exemple d'un circuit type. Il va prendre combien de temps? L'expérience apprenti mosher, c'est environ 1 heure. Donc, étant donné que le circuit boisé du parc Jean-Drapeau est quand même limité. Quand vous dites expérience, ça comprend la mise en place, la compréhension de ce qui va se passer et le circuit. Exactement. Okay. C'est l'activité complète. Complète. Là. Donc, c'est recommandé de venir en couple ou avec 2 personnes, avec des amis, puisque la première demi-heure, le compagnon est assis dans le panier. Et puis, le camarade conduit le traîneau à chien. Puis ensuite, 30 minutes après, on fait l'inverse. Donc, les gens changent de place. Donc, les visiteurs ont vraiment les 2 aspects là, de l'expérience. Est-ce que c'est l'initiation VIP? Non, l'initiation VIP, c'est une activité plus courte, environ de 30 minutes. Puis, c'est vraiment une expérience là câlin avec les chiens, photo, ça nous permet de les gratter, de les flatter, de voir dans leur environnement. Puis, ensuite de ça, le guide explique toutefois en même temps l'histoire du traîneau à chien qu'on traversait effectivement de Montréal en Longueuil sur les glaces en traîneau à chien et que les chiens sont là pour faire un travail, donc tout l'éducation par rapport au traîneau à chien. Puis ensuite, de ça, les gens sont invités à faire une courte balade en compagnie des chiens. Pour les amateurs de raquettes aussi, on parle beaucoup de meutes et de chiens et tout ça, mais on peut y faire de la raquette aussi. Tout à fait. Cette année. On offre 3 produits, dans le fond. Le produit principal, c'est le tour guidé en raquette. Donc, vous êtes accompagné d'un guide. Encore une fois. On puis, est initié. Exactement à l'utilisation des raquettes. Puis, c'est un parcours d'environ 2 heures où le moment culminant de cette visite-là, c'est la visite de la tour de Lévis, l'ancienne tour d'eau de l'île Sainte-Hélène. Donc, nous, on est chanceux, on a les clés durant l'hiver, donc les visiteurs montent en haut de la tour. Après 150 quelques marches, il y a un balcon d'observation, 360 degrés sur Montréal. Le panorama est vraiment magnifique. C'est disons, une plus-value à cette promenade. C'est un incontournable. Vous avez des rallyes familiaux aussi. Oui, exactement. Donc, on a un questionnaire à remplir. Donc, les familles sont invitées à se présenter à la boutique de location près de la station de métro. Et puis, on leur remet un questionnaire sur différentes attraits de l'île Sainte-Hélène. Donc, soit le musée Stewart ou la biosphère. Puis, les gens, par un parcours, doivent répondre aux questions.
Et puis, à la fin, c'est une activité qui dure environ 2 heures. Ils peuvent le faire aussi à pied ou en raquette. Et puis, à la fin, si les gens ont bien répondu au questionnaire, bien, ils se méritent une belle surprise. Il y a un défi ici que j'avais noté, le Amazing Race. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, ça, c'est une activité vraiment incroyable. C'est aussi une nouveauté pour cette année. C'est avec notre partenaire Organijeux, qui est spécialisé dans le team building pour les groupes. Puis là, on l'offre. Normalement, c'est une offre uniquement corporative, mais on l'offre également à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est une activité de 3 heures qui comprend également la location de raquettes. Et puis, les gens sont invités à relever des défis en raquettes là, qui ont été mis en place par l'équipe d'Organijeux sur l'île Saint-Hélène. On parle d'activités bien spécifiques. Je me pointe au parc Jean-Drapeau. J'ai pas de raquette. Je peux en louer et chez vous, là. Effectivement. J'ai pas de patin. Je peux aller faire un petit tour chez vous aussi. Vous êtes vraiment... vous fournissez le matériel à tous ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas besoin à l'année longue, en fait. Là. Effectivement. C'est un centre de location d'équipements complet. Donc, on retrouve dans notre offre, évidemment, le ski de fond, la trottinette des neiges, des luges, patins, raquettes. Donc, c'est vraiment pour permettre aux Montréalais de venir profiter du magnifique parc Jean-Drapeau sans avoir à trimballer aussi tout leur équipement. Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais bien qu'on puisse placer les lieux également. Le lieu Parc Jean-Drapeau, c'est en face du métro Jean-Drapeau. Là, hein? Oui, tout à fait. Quand on entre, c'est là. À quelques pas de la station de métro. Stationnement P9 et P10 aussi pour ceux qui y vont en automobile. Tout à fait. Pour les automobilistes. Quels sont les horaires? Donc, nous sommes ouverts les samedis et dimanches de 10h à 16h jusqu'au 8 mars. S'il fait plus doux que prévu, comment fait-on? S'il fait plus doux que prévu, nous... S'il y a un redout, par exemple, est-ce que toutes ces activités seront contremandées? Ou... Dans le fond, on invite les gens à consulter notre site Internet ou à communiquer avec notre centre d'information réservation. Mais pour le moment, je vous dirais que la température est assez glaciale pour permettre les activités. www.ecorecreo.ca. Effectivement. Et puis tous les renseignements seront là. Tout à fait. Je vous souhaite une excellente saison, Marc Cudia. Il est président d'Éco-Récréo. Bien, merci. Plaisir. La Fondation Mira offre maintenant la possibilité aux familles d'enfants présentant un trouble d'autisme de bénéficier d'un service, d'un chien d'accompagnement. Et pour nous présenter ce programme, Stéphanie Deslauriers, elle est psychoéducatrice au programme Scola d'autisme chez Mira. Bonjour, madame. Bien, bonjour. Depuis quand existe ce programme? En fait, à partir de 2003, la recherche a commencé. Donc, de 2003 à 2009, il y a des enfants de 5 à 10 ans qui bénéficiaient d'un chien et qui devaient compléter différents questionnaires pour documenter tout ça. Et voyant que les résultats étaient très concluants, en 2010, la Scola a été officiellement mise sur pied. Donc, on offre depuis nos services, on a élargi en fait. Est-ce que ce programme a été développé par la Fondation Mira? Oui, en fait, tout ça est venu de la Fondation Mira. Il y a Noël Champagne qui a grandement chapeauté tout ça, qui est le coordonnateur de la Scola d'ailleurs. Et puis, en collaboration avec différentes universités, entre autres l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, l'Université de Montréal, et ont pu mettre ça ensemble sur pied. Donc, vous êtes précurseur dans ce dossier. Ben oui, tout à fait. J'imagine qu'à l'international, on s'intéresse un peu à ce qui se passe chez vous. Là. Oui, tout à fait. Bien, on le voit parfois dans différents reportages, différents topos, où est-ce que la Fondation Mira revient. C'est novateur, ça c'est certain. Parlez-nous de la problématique. Parce que c'est pas si simple qu'on peut le dire au départ. Ça implique d'abord un enfant, ça implique des parents, il n'est pas tout seul, ça implique Mira qui va amener un bel animal qui va accompagner tout ça. Je prends l'exemple, je suis parent d'enfants autistes, je téléphone chez vous. Qu'est-ce que vous me répondez? En fait, ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est qu'on demande de remplir le formulaire officiel, donc qui est sur le site de la Fondation Mira.
le parent peut compléter ce dossier-là, ce document-là. Nous envoyer aussi une preuve de diagnostic finalement. Nous, ça nous le prend. Puis oui, nécessairement, on associe beaucoup la Scola à l'autisme parce que c'est vraiment à partir de ces jeunes-là que le programme a commencé. Mais maintenant, on a élargi tant aux tranches d'âge qu'aux différents diagnostics. Donc, un diagnostic connexe dont l'enfant peut également bénéficier d'un chien d'accompagnement va être pris en considération. À partir du moment où nous, on reçoit le formulaire complété et le diagnostic de l'enfant, le dossier est ouvert. À partir de là, la prochaine étape, ça va être la rencontre d'évaluation. Dans cette rencontre-là, ce qu'on veut évaluer, c'est l'intérêt et l'attirance de l'enfant envers le chien. C'est-à-dire faut qu'il y ait compatibilité à la base. Exactement, parce que ça peut arriver qu'un enfant ait peur des chiens ou qu'il n'y ait aucun intérêt. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chien n'est pas un outil miracle. Il est un outil parmi d'autres, mais qu'à la base, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'il y ait une attirance pour que ça fonctionne. Alors, on va observer ça. On est 4 intervenantes, en fait, à le faire, et puis avec différents outils qui sont standardisés. À partir du moment où ça a été fait, on se donne un délai là, de 1 mois et demi pour prendre une décision d'équipe et on va contacter la famille pour leur donner notre décision, notre réponse finale. Et ensuite, pour les parents, va s'amorcer la période d'attente, donc qui peut durer entre 15 à 18 mois à partir de la date de la demande. Donc, la date de la demande, et ça comprend l'approbation, les papiers, tout et tout. Exactement, okay. Exactement. Mon coup de téléphone, 18 mois plus tard, j'ai de grandes chances d'avoir un chien. Exactement, okay. Exactement. Puis dans le fond, l'étape ultime, finalement, avant de ramener un chien à la maison, c'est la formation. Ben oui. Est-ce qu'on les forme de la même façon que les chiens guides? Parce que là, c'est un chien accompagnateur. Exactement. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. En fait, dans notre programme, les chiens d'accompagnement vont être entraînés pendant à peu près 3 mois avec nos entraîneurs. Et donc, quand ils ont terminé leur formation, c'est vers l'âge de 1 an et demi, donc ils sont prêts à partir. Mais le parent doit également se former pour savoir comment utiliser, comment gérer le chien. Nous, ce qu'on dit aux parents, c'est que nous, pendant 3 mois, on a entamé le processus de formation du chien, mais vous devez continuer. Vous devez maintenir les acquis du chien pour qu'il continue d'être un chien de travail et non pas qu'il devienne un chien de compagnie, parce que c'est pas ça du tout l'objectif. Une petite question en parallèle. Oui. Concernant le chien guide et le chien d'accompagnement. Si un chien a de belles aptitudes, et n'a pas celle pour devenir un chien guide, est-il possible que ce chien devienne un chien accompagnateur? En fait, ça, c'est souvent ce qu'on pense, que les chiens guides, ça va être vraiment les meilleurs chiens, puis que après on va, bon, si ça fonctionne pas dans ce programme-là, il va aller dans un autre programme, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que un chien, premièrement, notre chien guide, on a certains critères tant qu'à la hauteur du chien, donc il faut qu'il y ait une hauteur minimale pour qu'il puisse faire son travail. De quel âge sont ces chiens? Les races, ça va être Bouvier bernois, Labrador. De cette union-là, les Labernois, donc le mélange des deux. Et ensuite, on a les Saint-Pierre, qui sont notre petite marque maison, là, le fameux chien noir et blanc à poils longs. Donc ça, c'est en fait à partir de la 3e génération d'accouplement de Labernois, on a observé que ça nous donnait des Saint-Pierre. Donc ce sont les 4 races finalement qu'on attribue. Stéphanie Deslauriers, en tant que psychoéducatrice, vous allez éduquer, entre guillemets, les parents et l'enfant aussi. En fait, moi, mon rôle, ça va être vraiment au niveau de l'évaluation. Donc, de regarder l'attirance, l'intérêt, la dynamique familiale, les habiletés parentales, les habiletés de l'enfant également. Donc, mon rôle est vraiment au niveau de l'évaluation du parent et de l'enfant. Par contre, quand vient le temps de la formation, quand le parent ou l'adolescent qui est suffisamment vieux ou autonome... Vous lisez dans mes pensées, c'est là que je m'en allais. Eh bien, à ce moment-là, ça va être vraiment les entraîneurs qui prennent la relève pour transmettre les connaissances relatives aux chiens aux futurs bénéficiaires. Donc, nous, on va être là pendant les classes qui durent... La classe dure 1 semaine, donc les bénéficiaires sont logés, nourris chez nous. Et pendant ce temps-là, nous, en psychoéducation, on va agir à titre des fois de guide, de support, parce qu'émotionnellement et physiquement, ça peut être intense. Donc, on va guider le parent, on va l'accompagner là-dedans. Sinon, ça arrive aussi qu'on va... On a beaucoup parlé des chiens. Oui. On a beaucoup parlé des parents. Mais parlons un peu de l'enfant maintenant. Oui.
ce chien accompagnateur, de quelle façon accompagne-t-il l'enfant? Il y a plusieurs façons, en fait, puis ça dépend vraiment des problématiques de l'enfant et de ses besoins. Alors, on peut avoir un enfant qui a des troubles de sommeil. Donc, pour lui, son chien va lui permettre de dormir parce qu'il a besoin d'une présence sécurisante pour dormir. Alors, le simple fait que le chien dorme dans sa chambre, ça permet de régler ou d'améliorer la situation. Pour d'autres enfants, ça va être au niveau de l'empathie. Il va commencer à développer de l'empathie pour son chien, commencer à reconnaître les signes qu'il a faim, il faut qu'il aille aux besoins et éventuellement être capable de généraliser ça aux autres individus. Ça peut être aussi pour faciliter les sorties. Pour plusieurs enfants autistes, aller au restaurant, aller faire les courses, il y a beaucoup de stimulation, c'est stressant. Donc, avoir la proximité du chien, c'est aidant et ça fait diminuer l'anxiété. Madame Deslauriers, on s'était donné 8 minutes. Ben oui. Il reste à peine quelques secondes, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire comment on fait pour rejoindre la Fondation Mira. Bien, en fait, vous pouvez aller sur notre site mira.ca. Il y a toutes les informations qui sont là, les numéros de téléphone, les adresses courriels. Vous pouvez nous faire des dons parce que nous, on est un OSBL, on vit avec les dons. Et d'ailleurs, mention spéciale à la Fondation Marcel et Jean Coutu qui nous permet à la Scola d'attribuer à peu près 120 chiens par année à différentes familles. Petite dernière question. Allez-y. Est-ce que ce service est gratuit? Ce service-là est totalement gratuit. Donc, nous, entraîner un chien, ça coûte entre 20 et 30 000 donc, nous, on absorbe ça avec les dons. Et donc, oui, fait que c'est tout à fait gratuit. Quand le parent vient suivre la formation, c'est à nos frais également. Stéphanie Deslauriers, merci beaucoup. Bien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. L'association L'Amitié n'a pas d'âge s'est donnée pour mission de favoriser le rapprochement entre les aînés et les jeunes. Et on en parle aujourd'hui. On a avec nous la directrice de l'organisme, Mme Fatima Ladjadj. Bonjour, Mme Ladjadj. Bonjour. Merci de vous être déplacée. J'ai énormément de curiosité envers L'Amitié n'a pas d'âge, qui est un organisme assez particulier. Tout à fait. Merci de nous avoir reçus à votre émission. Effectivement, notre organisme est tout à fait particulier et je veux surtout signaler, avant toute chose, qu'il est né d'un besoin. Dans les années 80, à la direction de la santé communautaire de l'hôpital Verdun, on s'est aperçu que les aînés ne souffraient plus de l'isolement et de l'ennui que de leurs propres problèmes de santé. Ce qui fait qu'ils ont fait une étude et puis l'année d'après, en 87, ils ont lancé une campagne d'entraide naturelle avec les jeunes du quartier et les aînés qui sont au niveau de l'hôpital. Et d'année en année, donc cette campagne, elle a pris de l'ampleur et c'est en 1993 qu'elle a été baptisée Semaine l'amitié n'a pas d'âge. Et mais on aura l'occasion d'y revenir à la Semaine de l'amitié n'a pas d'âge. Non, je ne vais pas parler de la semaine. Je voulais juste vous dire que cette semaine, elle s'est un petit peu organisée au niveau de toute l'île de Montréal et elle rassemblait un peu toutes les écoles, les organismes communautaires qui s'intéressent au rapprochement intergénérationnel. En fait, c'est l'intergénérationnel, c'est dans la mouvance, une mouvance mondiale de plus en plus, mais votre particularité chez L'Amitié n'a pas d'âge, un jeune et, disons, un moins jeune, aîné, qui se rencontrent? Est-ce que ce sont des ados avec des gens âgés? Est-ce que ce sont des enfants? Comment ça se déroule? En fait, nous, on a surtout un rôle de promotion et de sensibilisation. Et quand on dit intergénérationnel, c'est toutes les générations qui sont visées. D'ailleurs, c'est le rapprochement entre les générations en vue. Je veux juste compléter la mission que vous avez définie. En fait, c'est rapprocher les générations en vue de développer une société ouverte, solidaire et utile. C'est une association qui regroupe pas mal de membres. Hein? Oui, tout à fait. On a autant des organismes que des individus. Tous les organismes qui se sont interpellés par la question de l'intergé ou qui initient des activités intergénérationnelles sont membres de notre organisme. Nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a la mission de les rassembler, d'organiser des échanges entre aînés, de les former grâce aux outils qu'on a développés et aussi
aussi, on a un rôle de sensibilisation auprès de la population à l'importance du rapprochement intergénérationnel. Donc, nous, c'est surtout impulser. Le rôle que nous avons, c'est impulser toutes les initiatives intergénérationnelles. Et pour répondre à votre question, c'est que nous, par notre projet, nos actions, nous visons toutes les générations, c'est-à-dire je pourrais dire de 5 à 77 ans, parce qu'on a un volet dans le cadre duquel on forme des aînés qui vont dans les écoles pour livrer des témoignages. Et c'est dans les écoles primaires et secondaires. C'est pour vous dire que on vise de 5 jusqu'à 18 ans. Donc, c'est très varié comme tranche d'âge. Dans la liste, l'ensemble des activités, parmi vos principales activités de soutien, parce que c'est ce que vous faites, dans le fond, tout à fait. Vous avez l'aide à l'élaboration de projets intergénérationnels. Oui. Il y a le jumelage également. Et vous produisez et vous diffusez vous amenez à la production et à la diffusion d'outils. Quels sont ces outils? C'est comme je vous ai dit, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner tous les organismes en matière d'intergénérationnel. C'est qu'on leur offre une formation qui se décline en 3 volets. Il y a un volet qui est l'initiation au rapprochement intergénérationnel et il y a un volet qui est les échanges entre les expériences, c'est-à-dire qu'on peut mettre des aînés qui sont déjà initiés à l'intergé et d'autres qui ne le sont pas, et puis ça fait des échanges. Et aussi, on a un 3e volet, c'est vraiment la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'un organisme ou un intervenant d'organisme qui se heurte à un quelconque problème, nous, on a une formation pour lui dire pourquoi tu n'as pas pu mener à bien ton projet intergénérationnel. Donc, mais nous, les outils que nous avons, c'est en fait les outils que nous avons développés nous aident autour de ces outils-là, on fait de l'animation au profit des organismes. Donc, pour les initier à l'activité intergénérationnelle, pour leur montrer comment est-ce qu'on peut animer ou développer des activités. J'aimerais qu'on en vienne maintenant à cette fameuse journée québécoise. L'amitié n'a pas d'âge. Ça a quand même été le 25 mai. Le 25 mai, officiellement décrété Journée québécoise, l'amitié n'a pas d'âge, par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous êtes bien établi. Et chaque année, avant la semaine, revient cette semaine, l'amitié n'a pas d'âge. Cette année, ça a lieu à quelle date? La semaine, elle aura lieu cette année du 25 au 31 mai 2015. Je voudrais juste revenir sur le principe de la semaine. Il faut savoir que c'est un concours auquel on invite toute personne, tout intervenant, tout organisme qui se sent interpellé par l'initiation de projet à y prendre part. Donc, ce concours, nous, ce qu'on veut, c'est un peu valoriser et puis récompenser tous les projets qui se distinguent et se démarquent un peu par leur impact sur la communauté. D'abord ça, et c'est aussi une occasion, un événement qui permet aux gens de réseauter, d'échanger et de pouvoir s'inspirer. La preuve, c'est qu'à l'occasion de la semaine, nous éditons chaque année aussi un répertoire. C'est un répertoire qui recueille tous les projets intergénérationnels qui nous viennent des 4 coins du Québec et c'est une source d'inspiration. On projette même d'en faire une plateforme web pour que les gens puissent s'inspirer de ces projets-là. Donc, c'est ça. Et la journée, comment nous est venue un peu l'idée de la journée, c'est qu'en 2012, c'était à l'occasion de la 25e édition de la Semaine de l'amitié et n'a pas d'âge. On a tenté de la reconnaissance de la semaine. Mais après, disons qu'on pour abréger un petit peu les démarches et obtenir quelque chose à l'occasion de notre 25e, on a obtenu donc la reconnaissance officielle par l'Assemblée nationale du 25 mai de chaque année comme Journée québécoise de l'amitié n'a pas d'âge. Il nous reste à peine quelques secondes, Madame la Judge, mais j'aimerais que vous nous disiez à court terme quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins. En fait, nous, ce que je voulais vous dire, que la vocation de notre mission, les objectifs de notre mission, c'est vraiment, d'abord, il faudrait comprendre qu'on veut briser l'isolement, on veut combattre les préjugés, on veut décloisonner les générations
Et on veut faire en sorte que les aînés se sentent comme des citoyens à part entière. Et on veut surtout valoriser toute leur créativité, toutes leurs activités. C'est-à-dire qu'on veut pas, on veut faire en sorte que la société soit vraiment ouverte, solidaire, et qu'on reconnaisse chaque acteur de la société québécoise comme étant un acteur qui contribue à l'édification d'une société ouverte. Madame la Judge, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, nos conseils citoyens. De retour au bulletin, je suis tombé sur un petit bijou de site Internet qui répond à une foule de questions juridiques en santé. Et Maître Jean-Pierre Ménard, vous êtes l'auteur du site vaudroitsensanté.com. Oui. Bonjour. D'entrée de jeu, je vous dirais que j'ai fait le tour de votre site. C'est un petit bijou. On y retrouve à peu près de tout. Les questions en santé, d'où vous est venue l'idée? Écoutez, moi, ça fait 35 ans que j'œuvre dans ce domaine-là, que je représente des patients dans toutes sortes d'histoires. On s'est aperçu à quel point les gens se sentent démunis dans le système de santé. Les gens, quand on arrive dans le système de santé, on est vulnérable d'abord. On ne sait pas où avoir l'information. On ne sait pas même quelle information on a le droit d'avoir. On ne sait pas quoi faire avec cette information-là. Seulement qui peut décider de quoi, puis jusqu'où on a le contrôle là-dessus. Alors, on s'est dit, au fil des années, on a donc acquis beaucoup d'expérience de toutes ces notions-là, puis on s'est dit, ça serait important que le grand public puisse, que les citoyens consommateurs de soins de santé puissent avoir accès à cette information-là, parce que le thème du site, vous allez le voir, c'est bien connaître ses droits pour mieux contrôler sa vie et sa santé. C'est essentiel, si vous voulez contrôler votre vie de la naissance jusqu'à la mort, pour vous et pour vos proches, de connaître c'est quoi vos droits, comment vous retrouver dans le système de santé, comment agir si on vous traite pas bien. Maître Ménard, ce segment a pour titre « Conseil citoyen ». Et j'aimerais vous poser quelques questions que pourrait poser quelqu'un qui va sur votre site, par exemple, et qui vous pose des questions. Quelles sont... comment accéder à mon dossier médical? C'est une question qui semble banale, mais quand même. Une question qu'on nous pose souvent. Puis nous, ça nous étonne que les citoyens ne soient pas bien renseignés pour ça, alors on les renseigne. Ouais. Alors, comment faire? Alors, d'abord, comprendre que vous avez le droit d'avoir accès à votre dossier. Vous avez le droit d'avoir accès à tout votre dossier. OK? Alors, dans ce cas, le médecin doit simplement vérifier qu'il n'existe pas une restriction d'accès à votre dossier. Il y en a rien que dans la loi, c'est vous n'aurez pas accès à votre dossier si l'accès à votre dossier vous causerait vraisemblablement un préjudice grave à votre santé. Si c'est pas ça, vous avez un accès illimité à votre dossier. Alors, on explique comment faire. Alors, donc, présentez-vous aux archives, faites votre demande. Vous n'avez pas de justification à donner. Vous avez le droit d'accès à tout. Bon, en même temps, on dit aussi sur le site, comment comprendre ce qui est dans mon dossier? Parce que c'est beau d'avoir accès à votre dossier, mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui est dedans, on n'est pas avancé. Donc, il y a un droit à l'assistance professionnelle. Ça. Puis il y a un droit à la rectification si vous voyez même des erreurs. Alors, Maître Ménard, est-il possible de changer de médecin ou d'établissement de santé? Tout à fait. On explique sur le site comment faire. D'abord, la loi reconnaît à tous les citoyens le droit au libre choix. Alors, on explique un peu les contours de ça. Même chose pour l'établissement de santé. Vous allez voir, il y a beaucoup de pression dans le système de santé. Par exemple, disons que vous avez toujours été traité au même hôpital. Puis là, on vous traite plus bien. Vous n'aimez plus ça. Votre médecin est parti. Puis bon, vous voulez changer d'hôpital. Au niveau de l'hôpital, on va vous pousser beaucoup pour vous retournez à votre hôpital d'où vous étiez, ce qu'on appelle l'hôpital d'appartenance. Alors, légalement... Vous pouvez exiger... Vous pouvez exiger, dire non, moi, c'est mon choix, puis vous allez voir, on va céder, mais il faut insister un petit peu. Quelles informations je devrais obtenir là, de mon médecin avant de subir une chirurgie? Bon, c'est ce qu'on appelle le consentement éclairé, là. Donc, essentiellement, d'abord, notre diagnostic, la raison pour laquelle on veut nous traiter. C'est quoi le traitement? Donc, la chirurgie, la procédure, le traitement, les risques, on explique que on a le droit d'être renseigné sur les risques d'une certaine fréquence, certaine gravité. On explique tout ça sur le site comme il faut. Les conséquences de ne pas avoir de traitement, donc de pas avoir la chirurgie. Puis c'est quoi les alternatives? Parce que pour que les gens décident en pleine connaissance de cause, je me soumets à ça ou pas. Parce que des fois, on a le choix, des fois, on n'a pas le choix, mais des fois, on a le choix. Puis c'est important de connaître un peu qu'est-ce que ça va donner après aussi, puis et pourquoi on fait ça. Un de mes proches est confus. Oui.
qui peut consentir aux soins de santé en son nom? Alors, donc, on explique bien sur le site, parce que là, vous êtes dans la foire aux questions. Alors, on explique bien sur le site comment ça fonctionne. Alors, la loi prévoit que quand quelqu'un n'est pas en état de comprendre sa situation de santé puis exprimer sa volonté, ça, c'est l'attitude à consentir, on dit voici qui peut décider pour lui. Voici, il y a un ordre. D'abord, ça sera s'il y en a un représentant légal, comme un tuteur, curateur ou mandataire de mandat homologué. Quand il n'y en a pas, c'est le cas de la majorité du monde, ça sera le conjoint, marié d'union civile ou d'union de fait. Puis quand il n'y a pas de conjoint, là, ça sera un proche, qui peut être n'importe qui. L'établissement va reconnaître la personne qui est la plus socialement significative. On connaît une personne pour décider des traitements, consentir aux soins pour une personne qui n'est pas en état de le faire. Je reviens sur ce que vous disiez concernant la foire aux questions sur votre site. Et je vous invite d'ailleurs, mesdames et messieurs, les questions que je pose à Maître Ménard présentement, dans cette foire aux questions, ce sont les questions qui sont le plus posées. Il y en a toute une série. On peut passer 1 heure. J'ai tenté d'aller chercher celles qui étaient les plus demandées. D'ailleurs, vous êtes dans le mille. Quel est le délai pour intenter une poursuite en matière civile? Alors, on a 3 ans en responsabilité médicale. On a 3 ans, soit à partir du moment où la faute survient. Si par contre la faute survient au moment X, puis le dommage se manifeste plus tard. Par exemple, on vous allez passer un test pour le cancer, vous passez disons une radiographie ou un scan, puis le médecin ne voit pas les résultats, puis 2 ans après, on vous apprend que vous avez un cancer qui est déjà trop tard. Alors, vous avez donc un délai de 3 ans, mais qui court... À partir du moment, j'imagine... À partir de la faute ou à partir du moment où vous avez une première information qui vous laisse voir qu'on vous a pas bien traité. Alors ça, donc, on explique comme il faut aussi comment calculer ça. Je suis insatisfait des services rendus par mon établissement de santé. À qui puis-je porter plainte? Bon, alors, il existe une procédure de plainte interne aux établissements. Alors, donc, il y a une personne qui s'appelle le commissaire local aux plaintes et à la qualité des soins. Ça, il y en a dans chaque établissement de santé. Alors, on explique là-dedans comment faire une plainte, c'est quoi la procédure de plainte, qu'est-ce que ça peut donner, comment ça va être traité. Puis si on n'est pas satisfait du traitement de la plainte, quel est le recours qu'on a auprès du protecteur du citoyen. On explique aussi quand la plainte touche un médecin, la plainte va être référée à un médecin examinateur à l'interne aussi, et un comité de révision par la suite. Alors, on explique comme il faut tous ces processus-là. On parle de l'établissement, mais il y a aussi le véhicule qui nous amène à l'établissement, le fameux service ambulancier. Oui. Je suis insatisfait, qu'est-ce que je fais? Encore ici, il existe un processus de plainte aussi. Là, alors, donc, dépendant si vous êtes en région ou à Montréal, donc à Montréal, on a un service de plainte interurgence santé. Il y a un appel au protecteur du citoyen. En région, c'est à l'Agence de santé et de services sociaux qui importe de faire une plainte. J'en ai une petite dernière, pour la route. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Quel est le délai pour déposer une plainte contre un professionnel de la santé? Il n'y en a pas. OK. Alors, si on veut faire une poursuite civile, oui, il y a un délai de 3 ans. Mais si on veut faire une plainte à l'ordre professionnel, il n'y a pas vraiment de délai. Par contre, évidemment, plus le délai est écoulé et long depuis l'événement qu'on veut reprocher, plus il y a le risque que l'ordre vous dise, bien, écoutez, on n'est plus capable de la traiter comme il faut parce que les témoins sont disparus ou les documents sont plus là. Alors, donc, normalement, écoutez, c'est toujours mieux de faire ça avec une certaine diligence, là, mais pas attendre plus qu'1 an, 2 ans. C'est parce qu'évidemment, plus le temps passe, plus ça peut devenir théorique ou inutile. Par contre, écoutez, quand c'est des causes plus graves, par exemple, des cas d'abus sexuels, des choses comme ça, on peut le faire même plusieurs années après. Je reviens de façon plus sur le site en tant que tel. Ça a dû être un travail de moine, ça, Maître Ménard. Bien, écoutez, c'est vrai qu'on a fait un peu à temps perdu. Ça a pris 15 ans à monter ce site-là. Puis on l'a fait beaucoup à partir de l'expérience qu'on avait des communications avec des organismes. On travaille beaucoup avec les milieux communautaires, de défense des droits dans tous les domaines. Il y a toutes les courses qu'on a fait. J'ai fait beaucoup de conférences sur toutes sortes de milieux. Puis je voyais un peu où étaient les besoins, quel genre de questions revenaient le plus souvent. Puis où étaient qu'est-ce que les gens voulaient savoir. Alors on s'est attelé pour le faire, puis offrir je voudrais lancer le meilleur produit possible. C'est un produit qui est un petit peu unique sur le web. J'ai fait le tour de la planète pour voir les sites de défense des droits. On a un produit qui est très original. On espère qu'il va faire école aussi. J'ai oublié de vérifier. Est-ce qu'il est... j'ai vérifié du côté francophone. Oui. Est-ce qu'il est en anglais aussi? Non, il n'est pas en anglais, okay, parce que c'est un site pour le Québec. Parfait. Alors, on a quand même une majorité de gens qui est francophone aussi. Puis c'est le droit québécois. Alors, donc, même si le site est quand même consulté, on voit que déjà depuis une semaine qu'il y a beaucoup de gens de France, Belgique, Suisse qui le consultent.
Ça reste un site québécois, de droit québécois, pour enseigner les citoyens du Québec. Le site est gratuit. Alors, c'est toujours d'en profiter. Maître Jean-Pierre Ménard, c'est déjà le temps qu'on avait pour ces conseils citoyens. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à consulter ce site, pas compliqué, www.vosdroitsensanté.com. Et tout simplement, vous allez passer véritablement, je vous dis, sinon des heures, des jours de plaisir. Faites-nous vos commentaires, suggestions, on va l'améliorer. C'est un produit qui est vivant, puis il faut que ce soit les gens qui le consultent qui vont le faire vivre. Maître Ménard, merci beaucoup. Oui, je vous remercie. L'équipe du programme Jeunes en action du Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont Petite Patrie est à la recherche d'un bénévole qui désire donner de son temps pour aider les participants dans leurs études. Le programme Jeunes en action s'adresse aux jeunes de 18 à 24 ans qui ont rencontré des difficultés dans leur cheminement scolaire. Il faut être disponible tous les mardis de 13h à 15h30. Pour plus de détails, composez le 514-279-8725. L'organisme Au coup de pouce Centre-Sud vous invite à participer à ses activités du mois de février. Les lundis, sur rendez-vous, on y offre une formation personnalisée en informatique de base. Le mardi 3 février, c'est le début des ateliers d'albums photos numériques, une formation de 5 semaines. Il n'en coûte que 10 $ pour devenir membre de l'organisme pendant 1 an. Vous pouvez contacter Gisèle Caron au 514-521-2439. Le carrefour familial Les Pitchoux de Pointe-aux-Trembles informe que plusieurs mères et enfants du secteur sont présentement en attente d'une mère amie bénévole qui puisse leur consacrer 3 heures par semaine pour les écouter et les supporter. L'équipe de bénévoles est accompagnée par une coordonnatrice disponible pour les guider. Pour plus d'informations, contactez Caroline Morin au 514-640-6200. L'hivernal vous attend au Parc olympique. Jusqu'au 7 mars, vous découvrirez un espace extérieur festif situé au village d'hiver. Un grand nombre d'activités gratuites, dont un labo culinaire et du curling bavarois. Les soirs de fin de semaine, l'endroit accueille également des soirées thématiques et des performances de DJ locaux. Ces activités se déroulent les vendredis de 16h à midi, les samedis de midi à minuit et les dimanches de midi à 18h. Pour vous y rendre, métro P9 et Vio. L'écomusée du Fier-Monde prolonge l'exposition Africa Montréal jusqu'au 1er février. C'est une occasion unique de découvrir la culture et l'héritage africain grâce aux archives, photographies et objets d'art mis en valeur. L'écomusée du Fier-Monde est situé au 2050 de la rue Amherst et vous pouvez téléphoner au 514-528-8444 pour plus d'enseignements. Le Centre d'histoire de Montréal vous invite à visiter l'exposition Scandale, vices, crimes et moralité 1940 à 1960. L'exposition fait entrer le visiteur dans l'histoire de ces 20 années en puisant dans les archives et des dizaines de témoignages inédits. Il n'en coûte que 6 $ pour les adultes, 5 pour les aînés et 4 $ pour les plus jeunes. Le Centre d'histoire est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h et est situé au 335 Place Diouville dans le Vieux-Montréal. C'est tout près de l'église Notre-Dame. Voilà qui complète cette émission du Bulletin. Vous pouvez revoir l'émission à tcrtv.ca et nous sommes également présents sur Facebook.